Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série dédiée au genre comme outil de mobilisation électorale à gauche. Maya reçoit Nona Mayer, Ania Durovic et Noémie Piola, toutes les trois chercheuses en sciences politiques. Ensemble, elles interviennent pour aborder une évolution majeure du paysage électoral. Pourquoi est-ce que les femmes votent de plus en plus pour le Rassemblement national ? À travers leurs recherches sur le genre et le vote, nous allons explorer les ressorts de cette dynamique, les stratégies du RN et les pistes possibles pour construire une alternative féministe crédible à gauche. Et tout de suite, je vous laisse avec Maya pour son entretien. Alors, Nona Mayer, Ania Durovic, vous êtes respectivement directrice de recherche émérite, chercheuse au CNRS et vous étudiez les comportements politiques, dont l'impact du genre sur le vote, sur lequel on sera attaché aujourd'hui. Les recherches permettent notamment d'éclairer la progression récente du soutien féminin au Rassemblement national. Noémie Piola, vous êtes doctorante au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Vos travaux portent sur l'influence des attitudes sexistes sur le vote et des normes de genre. Je voulais commencer par un article que vous avez coécrit, Nona Mayer, Ania Durovic, Un vent de renouveau, la recomposition des gender gaps électoraux à l'élection présidentielle française de 2022. Vous mobilisez le concept de Radical Right Gender Gap, l'écart de vote entre les hommes et les femmes, les secondes votant historiquement moins pour l'extrême droite. Vous démontrez que cet écart s'est érodé, les femmes ne se trouvent plus en marge des votes pour ces partis. Pouvez-vous donc nous présenter la construction de vos méthodes d'analyse et son point? Bonjour, en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise ce concept de Radical Right Gender Gap qui a été créé en 2004 par une chercheuse afro-américaine qui s'interrogeait sur les écarts entre le soutien des hommes et des femmes à ces droites radicales qui se développaient en Europe. Moi, j'ai rencontré le terme juste après avoir terminé une thèse sur le Front National et commencé à en faire un livre sur les 10 premières années de dynamique électorale de ce parti. Et il y avait une chose qui m'avait frappé, c'est la différence qu'il y avait entre les hommes et les femmes. C'était l'époque où Jean-Marie Le Pen était à la tête de ce parti et il avait des propos sexistes, virilistes, agressifs, des lourdes allusions. Et il décontenançait et il donnait un réflexe de rejet à beaucoup d'électrices. Et on avait, chaque fois qu'on avait des grandes données électorales, des grands sondages, on trouvait jusqu'à 7 fois d'écart, prenant comme indicateur tout bête l'écart entre la proportion d'hommes et de femmes qui votaient pour lui à la présidentielle. Et ensuite, on essaie de sophistiquer un peu nos méthodes parce qu'on n'est pas seulement un homme ou une femme. Trier avec l'occupation, le type de profession, le rapport à la religion, le diplôme, le lieu de résidence, et toutes choses égales par ailleurs, en contrôlant pour toutes ces autres variables. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, il y a un clair Radical Right Gender Gap. Je peux expliciter un peu si vous voulez, oui, parce qu'il y a eu une énorme littérature pour essayer de comprendre pourquoi ce Radical Right Gender Gap. Alors, je vais essayer d'aller vite, mais en tout cas, la première idée, c'est que, au fond, les femmes ne sont pas dans les mêmes occupations professionnelles que les hommes. Et les hommes, c'est surtout la thèse des perdants de la mondialisation. C'était plutôt des hommes non qualifiés, type ouvriers. Il y avait du ressentiment à l'égard des immigrés qui voulaient une protection et voulaient la fermeture des frontières, fermer leur revenir comme avant. Ça, c'était la première thèse, c'est à cause de ça. La deuxième thèse, c'était pour les femmes âgées surtout. Elles étaient plus religieuses. Et dans un pays comme la France, les évêques à plusieurs reprises avaient condamné les thèses du FN en disant qu'elles étaient contraires au message des évangiles. Et puis les jeunes, elles étaient féministes et les propos sexistes voulant ramener les femmes au foyer à faire des enfants n'étaient pas de nature à plaire à une nouvelle génération de femmes. Mais surtout, il y a quelque chose qui dure peut-être jusqu'à aujourd'hui. On continue à élever différemment les petits garçons et les petites filles. Aux petites filles, on apprend l'obéissance et la douceur. Et aux garçons, l'affirmation de soi, voire l'agressivité, ça passe. Et donc, dans tous les pays, on notait une certaine réticence à voter pour des partis violents, hors normes. Donc voilà, c'était l'état de la discussion, comment j'ai commencé à travailler là-dessus.
dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et le concept de Terry Givens venait à point pour qu'on. Oui, peut-être juste pour compléter, donc il faut aussi avoir en tête que lorsqu'on parle de gender gap, c'est un phénomène assez polymorphe. Donc, ça fait référence à la fois aux écarts genrés dans les votes, aux écarts genrés dans les opinions et dans les valeurs, mais aussi les écarts genrés qu'on peut constater dans la représentation politique ailleurs, et y compris dans les niveaux de participation politique. Et lorsqu'on s'intéresse à ce phénomène des gender gap électoraux, on se rend compte relativement vite que les quatre sont liés. Donc, c'est-à-dire que ce sont bien quatre concepts différents, mais évidemment, le fait que les femmes peuvent avoir des attitudes, des valeurs différentes des hommes, par des régularités statistiques, et évidemment, il est important de toujours souligner que les femmes ne sont pas un bloc homogène et qu'effectivement, elles sont tout autant traversées par des fractures sociales, par les différences qui peuvent émerger par le lieu d'habitation. Mais que ces différences dans d'autres domaines peuvent avoir un impact ensuite sur le comportement électoraux, parce que le genre peut avoir un impact sur le comportement électoral, c'est parce qu'il a un impact sur notre position sociale et notre position économique. Vous êtes une femme, vous avez plus de chances de faire l'expérience de violences sexistes et sexuelles. Vous avez plus de chances de vous retrouver en précarité professionnelle. Vous avez plus de chances de vous retrouver pauvre tout court. Les parents isolés, souvent, ce sont les femmes. Et donc, de là, on cerne déjà un certain nombre de sujets qui concernent avant tout les femmes. Donc, qui peuvent ensuite être liés à la façon dont certaines parties mobilisent ces sujets, donc la précarité professionnelle, le harcèlement de rue. Et donc, on arrive à ces questions qui peuvent ensuite aussi faire en sorte, ou qui peuvent expliquer pourquoi on retrouve ce type de gender gap, et donc, en l'occurrence, pour droite radicale. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est que, Nana l'a dit, pendant très longtemps, le radical right gender gap en France, c'était une constante de la vie politique française. Ça ne l'est plus depuis Marine Le Pen est à la tête du parti. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'on ne voit pas non plus, pour l'instant, d'autres gender gaps émergents qui l'auraient remplacé et qui seraient là de manière constante, répétitive, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Par exemple, le gender gap, et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait parler de radical right gender gap aux États-Unis, vu le développement du Parti républicain. C'est une constante de la vie politique américaine. Et par ailleurs, le gender radical right gap en Allemagne, c'est une constante de la vie politique allemande. Et ça, depuis les années 30, il y a des travaux historiques qui montrent que les femmes, déjà, votaient moins pour le NSDAP que les hommes. Depuis, il y a eu l'AfD, on voit une continuité de ça, on le voit, on le retrouve d'ailleurs à la fois lors des élections au niveau fédéral et au moment ou lors des élections au niveau régional. Je voudrais rajouter peut-être quelque chose. Pourquoi il a disparu ce radical right gender gap en France? Parce qu'effectivement, si on se tient aux élections présidentielles, qui sont les élections les plus mobilisatrices dans le système français, depuis que Marine Le Pen est candidate, c'est-à-dire 2012, 2017, 2022, une autre élection nationale, les dernières élections législatives de 2024, il n'y a plus de gender gap. Pourquoi? Parce que les facteurs qui expliquaient le radical right gender gap se sont érodés ou la situation s'est modifiée. D'abord, la pratique religieuse a baissé. Et puis l'Église catholique, aujourd'hui, il y a une polarisation autour de l'islam qui fait qu'elle n'est plus le même rempart contre ce type de vote qu'autrefois. Le féminisme, il y a d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui ne sont pas féministes ou qui assimilent le féminisme à la gauche et qui sont contre le féminisme de gauche. Il y a maintenant des féminismes de droite qui peuvent être tout à fait compatibles avec les positions du FN, RN, je pense à un groupe comme Némésis, dont on a beaucoup parlé récemment. Et puis, il y a le fait qu'il y a une vraie prolétarisation des femmes, dont parlait Ania tout à l'heure, mais on constate qu'aujourd'hui, il y a deux groupes symétriques qui forment une masse de travailleurs et travailleuses non qualifiés, qui sont dans des boulots mal payés, mal reconnus, précaires, les hommes ouvriers et les femmes dans le personnel de service, c'est un prolétariat de service, des petits boulots mal reconnus. Et la proportion et la présence d'immigrés est importante, qu'on soit homme ou femme, donc tous ces arguments qu'il y avait au début ne tiennent plus. Elles sont tout aussi exposées
que les hommes a une certaine image de la concurrence des immigrés. Et la dernière chose qui reste, c'est cette socialisation différente des petits garçons et des petites filles. Et Marine Le Pen a très bien senti ça. Dès qu'elle est arrivée à la tête du parti en 2011, elle a ciblé l'électorat féminin. Elle a fait des superbes 4 pages expliquant qu'elle était une femme, une mère de famille, une femme qui travaillait, une femme qui voulait donner leur place en politique. Et elle a surtout considérablement modifié l'image du parti. Là, on a des sondages qui montrent l'évolution progressive dans le temps, de moins en moins perçu comme un danger pour la démocratie, moins perçu comme violent. Aujourd'hui, le parti le plus perçu comme un danger pour la démocratie et le plus violent, c'est la France insoumise. Merci beaucoup. Alors, vous parlez justement du fait que le parti soit de moins en moins perçu comme un danger, du rôle du coup de Marine Le Pen dans cette normalisation. Dans un autre de vos articles que vous avez coécrit avec Noémie Piola, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, le vote aux élections législatives de 2024 au prisme du genre et de l'âge, vous portez l'hypothèse que la candidature de Jordan Bardella pour les élections européennes de 2024 puisse réactiver la réticence des femmes. Pourtant, vous observez que les femmes ont autant voté pour le candidat que les hommes. Vous l'expliquez par la conséquence de cette stratégie donc, que vous avez évoquée, telle que les électrices maintenant votent pour le parti au-delà de la candidate. Diriez-vous que la stabilité du Rassemblement national est dorénavant ancrée, ou est-ce que c'est un processus de stabilisation qui est encore en construction? Si c'est le cas, est-ce que c'est un processus qui pourrait être freiné en fonction des évolutions politiques et envisager que le parti retrouve sa place sur les franges du continuum politique? Et enfin, est-ce qu'une offre féministe alternative lisible pourrait-elle participer à ce repositionnement? Je vais commencer sur le parti qui est peut-être la plus simple, c'est-à-dire la normalisation de ce parti, l'institutionnalisation. En politique, rien n'est jamais définitif. Il peut très bien changer de ligne, mais pour l'instant, cette ligne de dédiabolisation, pour reprendre les termes de Marine Le Pen, il a beaucoup servi. Donc je ne le vois pas, en tout cas pour l'instant, changer de ligne. Au contraire, il jouit de cette position dans un contexte politique où il a un repoussoir sur sa droite, qui est Éric Zemmour, qui lui est sexiste, violent, agressif, traditionnel, conservateur, et il bénéficie aussi de l'effet repoussoir sur sa gauche de la France insoumise. Donc, c'est une position, pour l'instant, ils ne sont pas prêts d'abandonner. Et cela veut dire qu'au-delà des hommes et des femmes qui dirigent ce parti, il y a eu un phénomène d'institutionnalisation du parti, mais il peut changer. C'est simplement, pour l'instant, je pense qu'ils vont faire leur possible pour que cette image adoucie perdure. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Il y a encore des candidats qui tiennent des propos sexistes, racistes, antisémites, ce qu'ils appellent les brebis-galeuses. Il y en avait encore pour ces élections municipales. Mais ils essaient de balayer devant leur porte. Ils tiennent beaucoup à présenter cette image. Et le dernier élément qui leur a permis de jouer là-dessus, et qui n'est pas prêt de disparaître, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme est devenu un enjeu politique clivant, instrumentalisé aux deux bords du champ politique. Et Marine Le Pen a pris la position de « mon parti est le rempart des Juifs de France, c'est nous ». Donc elle se présente aujourd'hui au fond comme elle le disait avant, le rempart des femmes, des homosexuels, des Juifs. C'est plus que jamais vrai. Une chose qui symboliquement en France marque les esprits, c'est l'antisémitisme, compte tenu de la collaboration et de Vichy. Dire que, nous condamnons formellement l'antisémitisme, et 2, l'antisémitisme, c'est les autres, et notamment l'extrême gauche, et nous défendons les Juifs, c'est sur le plan symbolique une victoire, d'autant qu'un certain nombre d'électeurs juifs et juifs se sont laissés séduire par le discours du Front National. Vous prenez une banlieue comme Sarcelles, où il y a dans le grand ensemble au nord une forte présence juive orthodoxe. Aux dernières, à la présidentielle de 2022, il y avait 35% de votes pour Meaux. Et dans les sondages, ce qui est encore plus à droite que Marine Le Pen, dans les sondages, au temps du père, c'était 3-4% de personnes de confession juive qui disaient voir voter pour lui à la présidentielle. Avec Marine Le Pen, dès 2012, c'était 17%. Donc tout cela fait partie d'une stratégie de conquête électorale. Ça ne va pas changer de site.
Oui, je suis assez d'accord. Le cours de l'histoire est vraiment linéaire et souvent il y a des événements non prévus qui arrivent, mais effectivement, la normalisation du RN et notamment cet ciblage de l'électorat féminin, c'est incontestable et c'est d'autant plus, je veux dire, ça devient d'autant plus clair lorsqu'on compare le RN avec d'autres partis d'extrême droite ou de droite radicale populiste en Europe, donc notamment par exemple avec l'AfD en Allemagne, ou encore le parti Vox en Espagne, ou encore le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, où on peut observer des positionnements beaucoup plus, on peut dire, réactionnaires, antiféministes parfois carrément, que le RN. Et donc le RN a un positionnement à la fois entre une normalisation, et donc c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui on peut entendre des choses qu'on n'aura jamais entendues du temps de Jean-Marie Le Pen, et donc le meilleur exemple c'est évidemment le positionnement de Marine Le Pen au moment où l'Assemblée générale votait la constitutionnalisation de l'IVG, lorsqu'elle disait qu'elle n'allait pas dire aux députés RN ils et elles doivent voter, mais le fait est-il que la majorité a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. On peut dire qu'en même temps, on sait aussi que plus de 80% de la population française était pour la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on ne le fait pas, on se met à dos quand même une partie non négligeable de la population française et des potentielles électrices et des potentiels électeurs. Et en même temps, on peut voir qu'un mois après cette constitutionnalisation de l'IVG en France, il y a eu le vote au Parlement européen pour l'inscription de ce droit à l'avortement dans la charte des droits de l'homme de l'Union européenne. Et lors de ce vote, la grande majorité des députés RN étaient absents ou n'ont pas voté. Et donc, on voit très bien que c'est une mobilisation stratégique de cette cause. Quelques mois après, Jordan Bardella, juste avant les législatives, a fait une vidéo pour les femmes de France où justement il soulignait tous les projets de loi qu'ils ont élaborés, notamment par rapport à l'endométriose. On a aussi vu des députés RN porter le ruban rose lors de l'Octobre Rose. Donc, on le voit, mais en même temps, on voit aussi clairement que tout ça est toujours dans une stratégie politique qui avant tout, a un but, on va dire, ou défend une politique xénophobe, parce que, par exemple, en 2022, Marine Le Pen prônait plus de soutien pour les mères isolées, mais avec une nationalité, avec une préférence nationale. Elle disait aussi, lors d'un meeting en avril 2022, à Perpignan, qu'elle parlait aux gilets jaunes, qu'elle parlait aux ouvrières françaises humiliées. Et donc, on voit très bien à quel type d'ouvrières elle parle. Elle ne parle pas aux femmes de ménage noires dans le 93. Donc, ils savent très bien à quel public ils s'adressent. Et donc, cette normalisation, elle est là, mais elle est aussi, on peut dire, intégrée dans un programme politique plus large. Et donc, lorsqu'il est question de harcèlement de rue, certaines questions féministes comme le harcèlement de rue sont mobilisées, ils sont mobilisés et on recourt à un discours xénophobe en disant que oui, mais avant tout, le harcèlement de rue arrive parce qu'il y a des étrangers, parce qu'il y a des immigrés, et que si les droits des femmes sont aujourd'hui attaqués en France, c'est avant tout parce qu'on a trop d'immigrés et parce qu'il y a la montée de l'islam et que l'islam ne respecte pas les femmes. Je voudrais juste rajouter là-dessus, il y a un concept magnifique pour ça qui est celui de Sarah Faris qui s'appelle le fémonationalisme. Ça veut dire que beaucoup de partis, et pas seulement le Rassemblement national, ont une stratégie d'instrumentalisation du féminisme. Et c'est un féminisme très particulier parce qu'il réduit la défense des femmes à quelque chose qu'ils voient à travers le prisme de la condamnation de l'islam et de l'islamisme radical. Donc on défend les femmes d'abord contre les étrangers qui sont des harasseurs et des violeurs potentiels, et contre l'islam, qui est une menace pour l'identité de la France, une menace pour les droits des femmes, une menace aussi pour la laïcité. Bref, c'est un discours, c'est un affichage de façade.
d'un féminisme qui sert les intérêts du parti. Oui, sur ce concept de fémonationalisme, c'est assez intéressant parce que le RN se retrouve plutôt bien là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les partis d'extrême droite. En Europe, en tout cas, il y a encore beaucoup de partis d'extrême droite qui ont des discours très clairement Bien. antiféministes, qui sont vraiment anti-genre. On parle d'idéologie du genre, de wokisme, où c'est des questions qui sont très, très politisées, où les partis vont être explicitement très contre, mais c'est vrai que le RN a cette stratégie fémonationaliste de parler d'enjeux féministes avec ce prisme de racialiser les potentiels agresseurs, etc. Et aussi avec ce que Anya disait en parlant seulement de sujets qui sont, qui permettent de aussi mettre un peu d'accord tout le monde. Ils prennent pas des positions très risquées en étant pour, je ne sais pas, mais sur des sujets comme l'endométriose, enfin voilà, ils vont aussi un peu avec le courant et Ouais. avec en plus ce prisme fémonationaliste-là qui permet un peu d'éclairer ces soudaines prises de parole féministes, entre guillemets. Oui, en effet, du coup, vous parlez de cette idée de fémonationalisme qui permet d'allier beaucoup d'intérêts face à, du coup, comme j'ai pu évoquer précédemment, la possibilité d'une alternative. Est-ce que la gauche manquerait-elle, selon vous, d'une idée suffisamment porteuse, à l'instar de cette idée qui pu porter les intérêts du Parti du Rassemblement national, notamment pour mobiliser cette nouvelle classe de travailleuses non qualifiées qu'on a évoqué brièvement, puisque en effet 80% des employés non qualifiés sont des femmes, et ce sont particulièrement les jeunes femmes qui sont touchées. Dans la fourchette des 15-24 ans, c'est 33,2% des femmes salariées qui sont en temps partiel. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que ce serait une erreur de penser que les femmes votent pour un parti parce que le parti adopte une position féministe. Beaucoup de femmes ne se disent pas féministes, ne le sont pas ou sont faiblement intéressées par la cause. Par contre, beaucoup de femmes se trouvent dans la précarité professionnelle, donc sont intéressées par des propositions qui pourraient améliorer leur situation économique. Et ça, c'est un sujet qui, pour moi, est vraiment très important et que je pense est largement ignoré par beaucoup de partis. C'est que souvent, elles pensent que le vote des femmes serait plus influencé par des sujets dits de société plutôt que par des questions sociales, voire économiques. Or, pour moi, les enjeux de genre, ce sont à la fois des sujets de société, parce que c'est une question de violence sexiste et sexuelle, mais ce sont aussi, et je dirais tout autant, des questions économiques. Et on ne fait pas assez ce lien. C'est-à-dire que oui, effectivement, les femmes aujourd'hui se retrouvent largement surreprésentées dans ce nouveau prolétariat dans le secteur de services, se retrouvent en précarité professionnelle parce que souvent elles travaillent à temps partiel, parce qu'elles ont la charge d'enfants ou des personnes âgées, et donc peuvent être très sensibles, et d'ailleurs on le sait dans les enquêtes, sont sensibles à la question de renforcement de l'État social, à la question de amélioration de l'éducation, parce que c'est elles aussi qui s'occupent de l'éducation des enfants, et donc effectivement on a l'intérêt qu'il y a on va dire un système éducatif qui soit le plus égalitaire possible. Et juste pour souligner ce point, j'aimerais souligner le cas qui est très intéressant de la gauche, donc le parti La Gauche Die Linke en Allemagne, et qui est très très intéressant de ce point de vue-là. Ce parti-là était en 2005 le parti avec l'électorat le plus masculin de l'Allemagne, si on peut dire ainsi. Et en un espace de 20 ans, il est devenu le parti avec l'électorat le plus féminin, et d'ailleurs beaucoup d'électrices très très jeunes. Et c'est quelque chose qu'on ne observe pas seulement dans les enquêtes de sociologie électorale, ça s'observe aussi dans le nombre, dans le profil des adhérents. C'est un parti qui, par exemple, entre 2024 et 2025, a doublé le nombre de ses adhérents, donc est parti de 60 000 adhérents à 120 000 adhérents, dont une large majorité de femmes et de femmes jeunes. Et le large moyen aujourd'hui de ce parti est de 38 ans à peu près, ce qui fait que c'est d'ailleurs devenu le parti le plus jeune en termes du point de vue de ses adhérents en Allemagne.
on voit très bien que comment le genre peut être une ligne de démarcation presque politique. Et comment et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'évoque la ligne claire, c'est que sur quel sujet ils ont fait campagne? Ils ont fait une campagne sur l'encadrement des loyers, sur amélioration des prestations sociales, sur une impôt sur la fortune, donc sur des questions d'égalité, de justice sociale. Bon, évidemment, il y avait aussi quelques propositions sur comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles, contre le gender pay gap, mais c'était pas le centre, et c'était pas le centre des interventions. Et donc, on voit très bien comment ce type de discours peut parler à un électorat féminin sans tomber un peu dans ce cliché. Il faut absolument parler de féminisme pour pouvoir attirer un électorat, un type d'électorat de femmes. Il faudrait rajouter quand même quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir un programme, mais il y a aussi l'image du parti. Et l'image de la gauche, si on prend le cas de la gauche en France, fait partie des partis qui ont gouverné. Et donc, un des grands arguments du Rassemblement national, c'est de dire vous avez essayé la gauche, ça n'a pas marché. Vous avez essayé la droite, ça n'a pas marché. Essayez-nous. Nous apportons quelque chose de nouveau. Donc, il faut aussi voir l'image que le parti peut avoir. Et quand le parti présentait une image dynamique et unie, quand la gauche présentait une image dynamique et unie au premier tour des élections législatives de 2024, voilà notre indicateur de précarité sociale qui touche très particulièrement les femmes. Les plus précaires, ils avaient été aussi nombreux à voter pour la gauche, le nouveau Front populaire, que pour les candidats Rassemblement national. Donc, en pleine déroute, je dirais, avec le sentiment que là, enfin, il y avait une alternative offerte par la gauche unie, et bien là, les femmes, des jeunes, des personnes en situation de précarité se sont tournées vers la gauche en même proportion que vers le RN. Donc, c'est pas... Il faut réfléchir à ça. Et enfin, il ne faut pas oublier les hommes. Là, on est en train de raisonner comme s'il fallait uniquement capter l'électorat féminin. Ce qui fait la force de ces partis, c'est qu'ils enregistrent des progrès dans un contexte où une partie des jeunes hommes ont le sentiment que les femmes sont des dangereuses, ils sont en compétition avec elles sur le plan du travail, elles réussissent mieux à l'université. Donc, regardons aussi ce qui se passe au niveau de l'attraction. Et là, il y a un dernier point important, il y a le contexte culturel et politique. Il y a un auteur qui s'appelle Donovan et qui montre que c'est très important de voir que c'est dans les pays scandinaves qui ont le plus tôt accordé une certaine forme d'émancipation aux femmes. C'est là que le radical right gender gap est le plus fort, parce que c'est là que les hommes ont eu le plus peur. Et dans le sillage du mouvement MeToo, c'est en train de gagner les jeunes hommes, alors qu'avant c'était des hommes plus âgés. Tandis que les pays cathos, conservateurs, où il y avait moins ces revendications, où ils étaient moins rentrés dans les mœurs beaucoup plus tard, France, Italie, là, le radical gender gap était plus bas. Donc, regardons le genre, c'est un rapport. Et juste pour ajouter un point sur cette idée d'avoir un programme politique particulièrement féministe pour attirer des électrices et des électeurs potentiellement avec ces mêmes valeurs. Dans un travail de recherche que j'ai pu faire il y a quelques années, j'avais en fait fait des entretiens avec des militantes et des militants dans des associations et des collectifs féministes au moment de la campagne présidentielle donc de 2022. Et avec cette idée d'essayer de comprendre pour qui est-ce que ces personnes-là votent. Et en fait, elles votent à gauche, mais ces idées féministes-là, elles guident le vote que partiellement. Et en fait, elles s'en servent dans ce qu'on vient de dire, dans tout un tas d'autres valeurs et d'attitudes politiques qui comptent tout autant, voire plus que ce côté féminisme. Même chez des personnes qui sont engagées pour cette cause et qui donnent beaucoup de temps à cette cause. Donc ça permet aussi un peu de nuancer ça. Passionnant. On a parlé précédemment du fait que justement maintenant c'était plutôt la France insoumise qui était identifiée comme un parti plus dangereux pour la démocratie. Est-ce que c'est un barrage que vous avez identifié dans le vote, particulièrement auprès des femmes, puisqu'on connaît la dynamique du barrage de la socialisation primaire qui font qu'elles seraient plus réticentes à voter Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on ne trouve aucun gender gap, fossé genré, comment on peut l'appeler, pour aucun parti.
pas de tendance claire, pas de écart très important. Donc, il n'y a rien, aucune dynamique pour l'instant qui se dessine et que voilà, qu'on pourrait donc souligner. Oui, en fait, le seul parti pour lequel on retrouve un peu des écarts, c'est le parti d'Éric Zemmour, c'est Reconquête, Oui, où vous ouais, aviez retrouvé là, oui. un écart clair entre les électeurs et les électrices qui votaient pour lui, mais autrement, sur tout le reste du spectre politique, pour l'instant, en tout cas, on ne trouve pas d'écart de genre. C'est un point important que souligne Noémie, parce qu'effectivement, Éric Zemmour, on peut dire qu'il a défecté un peu de cette ligne du RN et de Marine Le Pen, au sens où il ne s'est pas excusé pour tout ce qu'il a pu écrire auparavant lors de l'élection présidentielle. Il n'a peut-être pas énormément fait campagne sur ces sujets-là, mais c'est clairement quelque chose, il identifiait avec ses positionnements, et donc il a été clairement identifié comme un candidat sexiste, antiféministe. Et donc là, on a pu retrouver effectivement ce fameux Radical Right Gender Gap, comme on a pu le trouver avant chez Jean-Marie Le Pen. Mais bon, étant donné que son parti est du parti marginal, en tout cas pour l'instant, ça a aussi un impact, évidemment, à quel point, combien de personnes votent pour un tel parti. Et en fonction de ça, l'importance des différences de genre est plus ou moins des conséquences plus ou moins importantes. Pour revenir à l'article que vous avez coécrit, mentionné plus tôt, vous émettez aussi l'hypothèse que les femmes aux attitudes conservatrices concernant le genre présentent une probabilité plus élevée de voter pour le Rassemblement national que les hommes aux opinions comparables. Cette hypothèse repose sur votre concept de sexisme relatif, Noémie Viola, soit l'interaction entre les attitudes sexistes d'un individu avec celles de son groupe dominant. Au-delà du niveau du sexisme absolu, un écart entre les attitudes d'un individu et celles de son groupe influencerait les comportements de vote, les femmes étant en moyenne plus progressistes sur les questions du genre que les hommes. Les femmes, à l'inverse, aux opinions très conservatrices sur ces enjeux se retrouveraient en décalage avec la norme majoritaire de leur groupe. C'est un isolement qui se traduirait par un soutien accru au Rassemblement national, perçu comme en rupture avec les normes dominantes progressistes des femmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter la méthode de construction de vos méthodes d'analyse? Alors, oui, cette idée de sexisme relatif, c'est un concept que j'essaye de théoriser dans mon travail de thèse. Et c'est vraiment ce que vous avez expliqué, d'essayer de recontextualiser les individus dans les contextes dans lesquels ils évoluent et de se dire que, donc, on sait, il y a tout un tas de travaux qui éclairent le fait que plus on a des attitudes conservatrices sur ces sujets d'égalité femmes-hommes, etc., plus on a de probabilité de voter pour un parti d'extrême droite. Donc ça, c'est plutôt bien documenté. Il y a beaucoup de travaux comparatifs, notamment, qui permettent de le montrer que c'est le cas à la fois dans le soutien au parti Vox en Espagne. Plus on est sexiste, plus on vote pour ce parti-là. Que les attitudes très conservatrices sur ces questions-là ont permis d'expliquer en partie le vote dans le cadre du Brexit. Enfin, dans tout un tas de contextes différents, on trouve cette tendance-là. Et moi, mon idée, c'est de dire que, donc oui, ok, on voit cette tendance-là, mais ce qui est important, c'est aussi d'essayer de comprendre les individus dans leur contexte, et que ce qui compte, c'est pas nécessairement d'être le plus sexiste du monde, mais plutôt, en fait, si on est une jeune femme, qu'on n'est pas nécessairement aussi conservateur qu'un vieil homme, mais que quand même on a certaines valeurs un peu plus conservatrices sur ces sujets-là, en fait, assez logiquement, on va être plutôt marginal à penser comme ça chez les gens comme nous, qui sont aussi des jeunes femmes, et qu'en fait, c'est ça qui va peut-être créer un vote vers ces partis d'extrême droite-là. Et pour mesurer ça, donc déjà, il y a tout un tas de travaux en sciences politiques sur comment est-ce qu'on mesure le sexisme. Et là-dessus, il y a aussi tout un tas de nuances à avoir, parce que en fait, il y a différents types de sexisme. Ce qu'on distingue, et surtout dans nos travaux, c'est la distinction entre sexisme moderne et sexisme traditionnel. L'idée du sexisme traditionnel, c'est vraiment ces valeurs très conservatrices sur le rôle de la femme, qui serait d'être à la maison pour s'occuper des enfants, et qui devrait surtout pas être dans les sphères politiques ou économiques, etc. Donc des attitudes qui sont quand même plutôt vieillissantes, et heureusement, il y a quand même de moins en moins de gens qui pensent ça.
Mais le sexisme se renouvelle avec une forme plus moderne, où du coup, on va pas forcément aller aussi loin que ça et de dire, bah oui, les femmes devraient être à la maison, mais plutôt dire, ah bah peut-être que le féminisme est allé un peu trop loin. Et en fait, l'égalité est déjà là, il n'y a plus vraiment de discrimination. Et en gros, il faut un peu arrêter avec toutes ces histoires-là. Et donc là-dessus, on se sert de différentes questions qui sont dans des grandes enquêtes pour mesurer ces attitudes-là. Et après, moi, dans mes travaux de thèse, j'essaye de développer des méthodologies aussi un peu plus fines pour comprendre ce décalage-là, entre le sexisme d'un individu et en gros le niveau de sexisme qu'il peut y avoir dans son groupe de référence des gens comme cet individu-là. Donc plutôt avec des méthodes quantitatives et statistiques pour percevoir ce décalage normatif-là entre attitude d'une personne et attitude qui est plutôt majoritaire dans ce groupe. Je ne sais pas si, Anya, tu veux rajouter quelque chose sur ces questions de mesurer le sexisme. Il y a aussi, là, je caricature un peu avec cette question de sexisme moderne et traditionnel, mais il y a tout un tas de travaux sur du sexisme dit bienveillant, du sexisme hostile. Il y a tout un tas de travaux et à chaque fois, un concept vient avec une nouvelle façon de mesurer ce concept. Et parfois, c'est un peu à s'y perdre aussi, puisque ça permet de capter plein de nuances de ces attitudes-là. Mais en tout cas, dans nos travaux, c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Merci. Est-ce que l'idée serait du coup d'identifier le type de sexisme du groupe dominant et d'effectuer une comparaison dans ce sens-là ou... Bah oui. Ça, c'est des choses qui sont encore très en train de travailler en ce moment. Mais oui, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des façons de mesurer à la fois le sexisme des individus et la perception qu'ils ont de leurs propres valeurs au sein de leur groupe. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut se sentir en décalage avec les gens autour de nous et que c'est ce décalage-là qui peut en fait créer cette activation et ce vote pour des partis d'extrême droite. Donc à la fois de se dire... peut-être que... Et ça, c'est des hypothèses que je travaille aussi, mais c'est de se dire, est-ce que j'ai des attitudes un peu conservatrices sur ces sujets-là? Et après, je vois, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la télé. Je me dis, oh là là, les gens sont en train de devenir fous et on voit des drag queens danser sur les ponts de Paris. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être... c'est des choses que j'essaye de travailler, d'essayer de comprendre aussi comment est-ce que les individus se comparent aux autres et comment on se place et on se sent plutôt une minorité à avoir certaines valeurs ou pas, et comment est-ce que c'est ça en fait qui crée aussi le vote dans une certaine mesure. Merci pour votre temps. C'était passionnant. Et on remercie Maya Shaw pour ses questions, ainsi que Nona Meyer, Anya Durovic et Noémie Piola pour leur temps et leur disponibilité. Alors si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vous invite à nous suivre sur Instagram et LinkedIn, Terra Nova Jeune, et à réécouter tous nos épisodes. Concernant notre prochain épisode, c'est Maya elle-même que nous interrogerons à propos de sa note et de ses propositions pour la gauche. D'ici là, portez-vous bien.